Alors bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous. Alors, comme tu viens de le dire, mon intervention aujourd'hui s'appelle « Pour un droit à l'avenir ». Et en la préparant, j'ai pensé à cet adolescent de 13 ans qui participait récemment à la grève scolaire et manifestait dans les rues de Paris pour dénoncer l'inertie du gouvernement face à l'urgence climatique. Interrogé par mes confrères du Monde, il eut cette phrase lumineuse adressée à la génération de ses parents, à la nôtre. « Je ferai mes devoirs quand vous aurez fait les vôtres. » Ces mots résument parfaitement l'énorme défi auquel notre génération est confrontée, à savoir un problème d'équité intergénérationnelle absolument sans précédent. Pour dire les choses crûment, si nous n'agissons pas rapidement pour stopper la machine de destruction en cours, en marche un peu, voilà, nous laisserons à nos enfants une planète invivable. C'est parce que la menace de l'effondrement collectif se fait de plus en plus précise que partout dans le monde, des jeunes se lèvent. Et moi, personnellement, je les invite et je les encourage à sécher les cours pour revendiquer haut et fort leur droit à un avenir. Certains manifestent, d'autres saisissent la justice. Il y a de plus en plus de procès sur la planète, intentés contre les gouvernements par des jeunes. D'autres encore, comme la juriste Émilie Gaillard, œuvrent pour une évolution du droit afin que soit reconnu le droit des générations futures, ce qui implique des droits pour ceux qui ne sont pas encore nés, mais aussi des obligations et des sanctions, c'est vers ça qu'il faudrait aller, pour ceux qui créent les conditions de vie de demain, et ça c'est nous, notre génération. Ce droit des générations futures à vivre dignement sur une planète vivable a été superbement ignoré pendant des siècles, et tout particulièrement depuis l'avènement de la civilisation industrielle fondée sur un paradigme économique que l'on peut résumer en deux mots, capitalisme et productivisme, avec comme corollaire le dogme de la croissance illimitée. Dans mon livre « Sacrée croissance », qui va d'ailleurs sortir bientôt en poche avec un économiste que j'apprécie beaucoup, qui va faire une préface, donc Gaël Giraud, je montre comment l'obsession du toujours plus de production et de consommation comme moteur de l'économie nous conduit irrémédiablement vers le gouffre. D'une part, parce que les ressources de la planète sont limitées, et d'autre part, parce que sa capacité à absorber les déchets que génère l'activité humaine a atteint un point de saturation évident qu'on ne peut plus nier. Pollution des sols, de l'air, de l'eau, des aliments, destruction de la biodiversité, de laquelle nous dépendons pour vivre, et non l'inverse, et bien sûr le dérèglement climatique. Face à ces catastrophes qui marquent l'entrée de l'humanité dans l'ère de l'Anthropocène, cette ère géologique où l'activité de ce petit bipède qu'est Homo sapiens, bien prétentieux finalement, est considéré comme le principal facteur de transformation de l'écosystème terrestre, eh bien, face à ces catastrophes, nous sommes contraints de revoir complètement tous nos logiciels. Et fort heureusement, nous assistons actuellement à un foisonnement d'initiatives qui visent à protéger les biens communs, que sont l'eau, la terre, les ressources naturelles, l'air, en s'inspirant de la philosophie des peuples indigènes. C'est un retour du balancier. Ceux qui militent pour la reconnaissance du droit des générations futures citent souvent la grande loi de paix de la Confédération des 6 nations iroquoises qui, transmise oralement depuis le XIIe siècle et formalisée en 1720, impose aux dirigeants, je cite, « de toujours avoir en vue non seulement le présent, mais aussi les générations à venir, même ceux dont les visages sont encore sous la surface de la terre, les enfants à naître de la future nation. » Fin de citation.
Il cite aussi cette formule indienne passée depuis à la postérité. On n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Victime de son hubris et de sa vision à court terme, l'Occident a mis du temps à retrouver le souci des générations futures. Certes, en France, la Déclaration des droits de l'homme de 1793 proclamait qu'une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures, mais ce texte est resté un vœu pieux. De même, en 1987, la commission Brundtland, du nom de l'ex-premier ministre de la Norvège, Gro Harlem Brundtland, remettait à l'ONU un rapport intitulé « Notre avenir à tous », dans lequel elle définissait le développement durable comme un, je cite, « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Ce principe a été repris dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, ou encore dans la déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures, adoptée le 12 mai 1997 lors de la Confédération générale de l'UNESCO. Aujourd'hui, seuls 2 pays, la Bolivie et la Norvège, intègrent les droits des générations futures dans leur constitution. Tandis que s'élabore cette réflexion universelle sur le droit des générations futures, partout dans le monde se mobilisent des collectifs de citoyens pour montrer qu'un autre monde est possible ici et maintenant. Dans mon film Sacrée Croissance, j'ai montré les initiatives portées par ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir. Là, vous savez, moi j'ai beaucoup soutenu les lanceurs d'alerte, je continuerai de le faire, mais vu l'urgence dans laquelle nous sommes, je pense qu'il faut soutenir les lanceurs d'avenir. J'avais filmé des projets d'agriculture urbaine très aboutis à Toronto, au Canada, ou à Rosario, en Argentine, ou des projets de transition énergétique au Danemark et au Népal, ou des projets de monnaie locale qui marchent très bien à Fortaleza, dans un bidonville au Brésil, ou en Bavière. Et j'avais fini mon périple au Bhoutan, ce petit royaume coincé entre l'Inde et la Chine, qui a remplacé le fameux PIB, le produit intérieur brut, par un nouvel indicateur de richesse, le bonheur national brut. Lors de cette enquête, j'ai constaté que les femmes sont les chevilles ouvrières des initiatives de transition écologique. C'était tellement prégnant que j'ai décidé de faire simultanément un second film baptisé « Femmes pour la planète ». Sans faire d'essentialisme, j'explique l'engagement des femmes par la place qu'on leur a historiquement assignée dans la société. Les femmes ont appris jour après jour, génération après génération, à prendre soin de leur maison, oikos en grec, et de ceux qui l'habitent, à commencer par les plus vulnérables, à savoir les enfants. Or, tous ceux qui travaillent sur la société post-croissance, c'est-à-dire débarrassés de cette obsession du toujours plus, estiment que le nouveau paradigme économique dont nous avons besoin de toute urgence doit être fondé sur le soin. En anglais, on parle de care. Le soin doit être la matrice de l'écologie, qui désigne le discours sur la maison commune, mais aussi de l'économie, de l'administration de cette même maison commune. L'écologie et l'économie sont indissociables. Ce sont les 2 faces d'une même pièce, et ça, beaucoup de femmes l'ont compris. Partout dans le monde, ce sont les femmes qui prennent soin des graines, qui ensemencent les champs et nourrissent leurs familles et leurs communautés. Au nord et au sud, ce sont les femmes qui doivent protéger leurs enfants quand surgit une catastrophe climatique. Lors d'une interview pour mon film « Femmes pour la planète », j'ai interviewé Emily H., une philosophe qui travaille sur l'écoféminisme et qui a cité la sociologue américaine Giovanna Di Ciro, qui a dit très justement « Les femmes ramènent l'écologie à la maison ». Car pour elles, les problèmes environnementaux ne sont pas extérieurs à nous, ne sont pas déconnectés de nos vies, mais au contraire font partie de notre vie quotidienne. Je cite, au milieu des chaussettes sales, des problèmes de chômage ou de santé. C'est ce que nous dit Merethe, une Danoise que j'ai filmée pour Sacrée Croissance et qui est aussi dans mon film Femmes pour la planète. J'ai réalisé un portrait d'elle en 6 minutes que je vais vous présenter maintenant et qui fait partie aussi d'une exposition Sacrée Croissance qui a circulé dans toute la France. Donc je vous propose de le regarder. Voilà, maintenant.
Je m'appelle Merete Bukkavø, j'habite à Samsø au Danemark. Je suis née à Samsø et j'y ai vécu la plupart de ma vie, sauf pendant 7 ans où je suis partie de Lille. Actuellement, je travaille dans un centre pour jeunes en difficulté. Je n'ai pas de voiture. Je vais tous les jours au travail à vélo. Il y a 7 km aller, 7 km retour. Je suis très inquiète de l'évolution du climat, avec les bouleversements climatiques qu'on voit partout dans le monde. On pensait que ce serait plus lent, ce n'est pas le cas. Ça nous oblige à agir. Le plus inquiétant, c'est que la calotte glaciaire du Groenland fond plus rapidement que prévu. Ça fait monter le niveau de la mer. On peut craindre qu'avec toute l'eau qu'il y a autour de Samsø, ça va monter aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? L'île sera encore plus petite. Samsø est un exemple pour une grande partie du monde, car l'île est autosuffisante du point de vue de l'énergie. Comparé au nombre d'habitants, nous sommes l'endroit au Danemark où il y a le plus de panneaux solaires chez les particuliers. Nous avons aussi des éoliennes qui produisent pas mal. Sur l'île, nous avons 4 centrales de chauffage, dont 3 utilisent la paille, et la 4e, des panneaux solaires et des copeaux de bois. Je suis la présidente de l'une des centrales de chauffage depuis le début. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me passionne. Nous préférons chauffer la centrale avec de la paille parce qu'elle est facile d'accès à Samsø. La plupart des paysans n'utilisent pas la paille pour l'élevage. La combustion de la paille émet un tout petit peu de CO2, mais c'est minime comparé avec le fioul. Le chauffage avec la paille est moins cher que le chauffage au fioul. En ce qui me concerne, j'ai une maison de 130 mètres carrés. J'ai réduit ma facture de 50% en me raccordant à la centrale. Il y a 6 paysans qui fournissent la paille, dont Jørgen Tranberg, qui s'intéresse aussi beaucoup à l'énergie. Il vient d'installer des panneaux solaires sur les toits de son étable. Il a aussi sa propre éolienne, qui est très puissante. Elle produit de l'électricité pour sa consommation personnelle et sa nouvelle maison. Et quand il y a beaucoup de vent, il peut vendre les surplus. Nous avons choisi le modèle de la coopérative pour la centrale. D'abord parce que c'est différent de ce qui se pratique d'habitude. En général, au Danemark, les centrales de chauffage appartiennent à une compagnie d'électricité ou à des entreprises privées qui cherchent à faire du profit en vendant du chauffage. Cette pratique ne nous plaisait pas, donc nous avons choisi le modèle coopératif. Grâce au modèle coopératif, les gens sont plus attentifs à la question du climat, de l'énergie et de la réduction du CO2. Vu que le changement climatique est de pire en pire, je suis inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants chéris.
Je pense que les femmes sont beaucoup plus conscientes de cela, parce que les hommes pensent plus en termes de technique. Nous ne supportons pas l'idée que nos enfants puissent souffrir les conséquences d'un changement de climat vraiment terrible. Le bonheur, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est surtout des choses positives pour les proches, les amis et l'environnement. Si cela pouvait changer, ce serait fantastique. Voilà, c'est vraiment fantastique de rencontrer ce genre de femmes. Parce que si les nouvelles sont très mauvaises, j'ai coutume de dire qu'il faut garder le pessimisme pour des jours meilleurs. Alors, Meureter a raison. La crise du climat, qui est déjà largement à l'œuvre, constitue une menace fatale pour l'avenir de nos enfants. Et je ne dis pas nos petits-enfants, je dis nos enfants, ceux qui viennent de naître. Faut-il rappeler que les émissions de CO2 n'ont jamais augmenté aussi vite qu'au cours de la dernière décennie, 3% par an en moyenne, soit 3 fois plus que lors de la décennie précédente. En France, le pays de la COP21, nous avons augmenté nos émissions de gaz à effet de serre de 3,7%. Nous sommes sur la trajectoire des pires scénarios imaginés par le GIEC, le groupement interministériel sur l'évolution du climat. Tous les voyants sont au rouge. Une concentration atmosphérique de gaz à effet de serre sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Des records de température battus année après année, des pluies diluviennes et des ouragans dévastateurs. Selon le dernier rapport du GIEC, au rythme actuel du réchauffement, le seuil de 1,5 degré sera franchi entre 2030 et 2050. Et s'il se poursuit, il n'est pas exclu que les boucles de rétroaction positive. Alors c'est quoi ça ? C'est un processus qui fait que quand vous passez certains caps, eh bien, le processus en cours s'accélère. Il y a 3 boucles de rétroaction positive et nous sommes en train de les franchir tous les 3. L'acidification des océans. Vous savez que les océans sont l'un des puits de carbone le plus important de la planète et actuellement, il rentre tellement de carbone dans l'océan que le plancton, bientôt, ne pourra plus l'absorber, donc il va mourir, il va commencer à émettre du carbone. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de la planète et qui explique que nous avons des nappes de pétrole et de gaz dans la croûte terrestre. Quand le plancton relâchera du carbone, on ne sait pas combien de degrés ça peut provoquer en réchauffement parce que c'est très difficile à faire entrer dans les ordinateurs et à modéliser. La deuxième boucle de rétroaction positive, c'est la fonte du permafrost et de la calotte glaciaire qui va à une vitesse absolument incroyable. Et l'inquiétude qu'ont tous les spécialistes, c'est que le jour où le permafrost fond, ce sont des gigatonnes de méthane, un gaz 21 fois plus réchauffant que le CO2, qui va se libérer. Et là, on ne sait pas non plus si ça veut dire 1, 2, 3 degrés de plus, mais le processus est déjà en cours. Je rappelle aussi que d'ailleurs, quand ce permafrost aura lâché, seront libérés des virus que nous avons, qui sont immobilisés dans la glace depuis très longtemps. Et les biologistes avec lesquels je travaille me disent que la pire chose qui nous attend, ce sont des épidémies massives avec des virus pour lesquels nous n'avons absolument aucune protection ni résistance possible parce que, voilà. Et enfin, l'effondrement des forêts. Une étude publiée récemment par Nature a fait le point sur toutes les forêts du monde et ils ont calculé que 70% des forêts étaient au bord de l'effondrement hydrique. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont arrêter de capter du carbone et elles vont aussi en relâcher. Et vous vous rendez compte ce que ça peut vouloir dire. La dernière fois que la planète s'est réchauffée de 6 degrés, c'était à l'ère du Permien, il y a 251 millions d'années.
Cela a provoqué la 3e extinction des espèces. Ce cataclysme fut provoqué par un réchauffement progressif sur la planète de 6 degrés qui s'est étalé sur 100 000 ans, ce qui a laissé la possibilité à une petite minorité d'animaux et de plantes de survivre parce qu'elles ont eu le temps de s'adapter. Nous faisons la même chose en 2 siècles, donc autant dire que personne ne pourra s'adapter. Même si les États respectent leurs engagements pris à la COP21, ce qui n'est pour l'instant pas le cas pour la majorité des pays, la planète se réchauffera de 3 degrés au moins d'ici la fin du siècle, ce qui entraînera des catastrophes irréversibles, autant pour les humains que pour d'autres espèces vivantes. En attendant, le coût des dégâts liés au réchauffement climatique ne cesse d'augmenter. D'après un rapport des Nations Unies, et il était entre 1998 et 2017, il a explosé de 251% par rapport aux 20 dernières années. Et pour la France, les pertes économiques sont estimées à 42 milliards d'euros pour les 20 dernières années. Ne pas dépasser 1,5 degré n'est pas impossible, mais cela demanderait un changement radical de nos comportements et modes de vie, déclarait récemment Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail sur les sciences du climat du GIEC, avant d'ajouter « Si nous n'agissons pas d'ici à 2030, la porte se refermera définitivement ». La crise du climat s'accompagne aussi d'une crise de l'énergie, de l'épuisement annoncé des énergies fossiles et des ressources des minerais et des terres rares, sans lesquelles la production de la plupart de nos équipements et biens de consommation s'effondrera. Le taux de retour énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie récoltée pour chaque unité d'énergie investie, était de 1% en 1930. On investissait 1 baril de pétrole et on en sortait 100. Et de 1 pour 12 en 2005. Les ressources s'épuisent et leur exploitation coûte de plus en plus cher, ce qui, dans un avenir proche, ne manquera pas de se répercuter sur le prix des produits censés alimenter la funeste croissance. Les dégâts causés par le modèle économique dominant affectent aussi la biodiversité. Les experts évoquent la 6e extinction des espèces. 60% des vertébrés ont disparu au cours des 50 dernières années. 80% des insectes, 30% des oiseaux européens au cours des 15 dernières années. Et je suis toujours impressionnée qu'on entend ces informations à France Inter, ou je ne sais où, et on ne descend pas dans la rue, comme si nous n'étions pas des vertébrés, et comme si notre avenir ne dépendait pas des insectes et des oiseaux, etc. C'est absolument incroyable. Pour résumer cette liste non exhaustive, tout indique que nous sommes sur une trajectoire d'irréversibilité, pour reprendre les mots de l'économiste Catherine Aubertin, qui a signé une pétition avec 700 scientifiques il y a quelques mois. Pour nous en sortir, la politique des petits pas ne suffit pas, comme l'a déclaré Nicolas Hulot au moment de sa démission, car il faut un Big Bang écologique pour les décideurs et pour l'humanité tout entière, ainsi que l'a déclaré le WWF. Une chose est sûre, nous n'avons plus le temps d'attendre. Soit nous sommes capables d'anticiper en dessinant ensemble un autre modèle de développement, soit nous continuons sur la même fausse route, business as usual, et comme me l'a dit Olivier de Scuter, le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, nos enfants devront subir des perturbations violentes que nous préparons par notre inertie. Il est donc urgent de changer de paradigme économique, mais aussi de mode de vie. Les deux sont liés, si nous voulons éviter l'effondrement de notre maison commune, pour reprendre la jolie expression du pape François dans son encyclique Laudato Si. Tandis que nous marchons vers l'effondrement collectif, les inégalités ne cessent de se creuser. C'est une autre face de la même pièce. Tout ça est lié. Aujourd'hui, 1 Français sur 7 vit sous le seuil de la pauvreté, soit 9 millions de personnes. Ce chiffre a augmenté de 820 000 au cours des 10 dernières années. En revanche, les dividendes ne se sont jamais aussi bien portés. Au 2e trimestre 2018, les actionnaires des grandes entreprises ont touché le jackpot, 497 milliards de dollars. Championnes d'Europe, les entreprises françaises ont distribué 46 milliards d'euros, plus 24% par rapport à 2017. Manifestement, la croissance, la fameuse croissance, profite à une minorité toujours plus riche. D'après un récent rapport de Oxfam, 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité.
En France, 8 milliardaires possèdent autant que 30% des plus pauvres. Et ce sont bien sûr les enfants qui souffrent le plus de ces inégalités. Donc là, je voudrais vous montrer un nouveau portrait d'une femme admirable, Ida, en Argentine. J'en dis pas plus et vous allez voir que tout n'est pas foutu. Je m'appelle Ida Pintos, j'ai 42 ans, je suis maraîchère à Rosario, en Argentine. J'ai 6 enfants de 26 à 13 ans et j'ai 4 petits-enfants. Avant d'être maraîchère, j'étais piquetera. Ça veut dire que j'ai manifesté en brûlant des pneus et en barrant les routes pour demander de l'aide pour la communauté. En 2001, c'était très dur à Rosario. Il y avait la crise, nous avions faim et nous manquions de tout. Ici, c'était un bidonville avec 1000 baraques de fortune. Les gens ont été relogés par la municipalité dans un autre quartier. C'est devenu une décharge. Il y avait de tout, des débris, du béton. Avec quelques femmes, nous avons commencé à nettoyer un bout de terrain et à semer. Nous avons retourné la terre avec des pelles et nous avons balancé des semences comme on jette du maïs à des poules. Nous mangions tout ce qui poussait, mais nous n'y connaissions rien. C'est là qu'Antonio, le directeur du programme d'agriculture urbaine, est venu nous voir. Il nous a dit qu'il pouvait nous donner un coup de main avec des ateliers de formation pour les semences et l'agroécologie. Avec les femmes, nous l'écoutions. Mais dès qu'il était parti, nous disions « Ce type est complètement fou ». C'est comme ça que nous avons appris. Et notre vie a complètement changé. La famille est allée de l'avant. Tout comme notre quartier Molino Blanco. Là où nous sommes, il y a 4 hectares et une vingtaine de familles. Nous sommes tranquilles, car nos enfants sont avec nous. Ce n'est pas comme les enfants des voisins qui sont perdus dans la drogue ou qui se font tuer. Nos enfants sont à l'abri. Ils apprennent aussi. L'ingénieur Latouca et son équipe nous ont tout appris. Il y a par exemple Lucho qui nous conseille pour les semences. Nous produisons nos propres semences. Il y a aussi Juan Pablo, qui est ingénieur agronome, employé municipal et avant tout un ami. Mon mari, Adrian, est promoteur dans le programme municipal. En 2002, nous avons organisé notre premier marché dans le centre-ville. En 1 heure, nous avons tout vendu. Et c'est là qu'on s'est dit, bon sang, Antonio et son équipe avaient raison. Il faut qu'on continue. De lundi au vendredi,
La municipalité nous fournit les stands et les camionnettes pour transporter les cajots. C'est très important d'avoir un soutien public. Ici, c'est comme le paradis. C'est notre monde et c'est comme ça qu'il faudrait que le monde soit. Je voudrais donner un message à toutes les femmes pauvres du monde. Ça me coûte de dire pauvre. En 2000, j'étais l'une d'entre elles. Aujourd'hui, je ne suis pas riche en argent, mais en d'autres choses. Je voudrais dire à ces femmes que notre expérience de Rosario peut être reproduite partout. Le changement est possible. Nous en sommes la preuve. Quand on me dit bonheur, je pense à tout ce que nous avons atteint. Je pense à ma famille, aux relations humaines. C'est ça qui me rend heureuse. Le chant des oiseaux, les arbres, la tranquillité. Tout cela me remplit de bonheur. Alors, IDEA fait partie d'un vaste mouvement international qui vise à transformer le modèle de production alimentaire. Tout indique en effet que l'agriculture se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, pour reprendre le titre d'un document de près de 600 pages publié en 2008, connu sous le nom du rapport de l'IAASTD. Cet acronyme désigne une expertise collective conduite à la demande de la Banque mondiale par 400 scientifiques internationaux, dont les conclusions ont été approuvées par 58 pays lors d'une conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Johannesburg en avril 2008. J'ai moi-même interviewé Hans Herren, l'auteur principal du rapport, qui a souligné l'urgence de changer de paradigme agricole pour pouvoir faire face aux multiples crises systémiques qui menacent la stabilité du monde et la souveraineté alimentaire des peuples. La crise du climat dont j'ai parlé, de la biodiversité, de l'eau, la crise financière, sociale, économique, sanitaire, énergétique et alimentaire. Or, l'agriculture constitue un puissant levier pour agir sur toutes ces crises, à condition bien sûr que l'on change de paradigme, car le système agro-industriel, loin de les atténuer, au contraire, les accélère. D'abord, l'agriculture industrielle est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, car elle repose sur l'usage des pesticides et d'engrais chimiques fabriqués avec du gaz et du pétrole. Elle repose aussi sur la mécanisation et le transport des denrées alimentaires, très gourmands en énergie fossile. À ces 14% s'ajoutent les 19% dus à la déforestation, pratiquée majoritairement pour développer des monocultures, comme le soja transgénique, vous savez, fabriqués par mon entreprise préférée qui s'appelle Monsanto, qui nourrissent les animaux des élevages industriels ou pour produire des agrocarburants. Enfin, l'élevage totalise 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, si on fait le total, c'est près de 50%, c'est énorme. Le modèle agrochimique contribue donc largement à l'accélération du réchauffement climatique, alors que l'agriculture devrait être captatrice de carbone. Le réchauffement climatique affecte déjà les rendements des grandes cultures européennes, ainsi que l'ont montré plusieurs études. D'après l'une d'entre elles, publiée dans Science, l'augmentation des températures, mais aussi des précipitations et tous les aléas du climat, entre 1980 et 2012, a fait chuter les rendements moyens mondiaux des cultures de blé et de maïs, respectivement de 5,5% et de 3,8%. En France, la baisse des rendements du blé, par exemple, est estimée à 5%. Deuxièmement, la part du secteur agricole dans la consommation mondiale de l'eau atteint aujourd'hui 70%, en raison notamment des techniques d'irrigation que nécessite l'agriculture industrielle. Un peu partout dans le monde, y compris en France, on assiste au développement de conflits
autour de la gestion des ressources aquifères. Troisièmement, 25% des sols où sont développées les monocultures de la révolution verte sont complètement érodés, voire morts. Quatrièmement, le prix des aliments issus de l'agriculture dite conventionnelle, alors moi je dis chimique parce qu'il faut appeler un chat, est faussé par le jeu pervers des subventions accordées aux producteurs des pays du Nord et la non prise en compte des externalités, c'est-à-dire des coûts indirects induits par le modèle agro-industriel, comme la facture environnementale, toutes les contaminations dont j'ai parlé, ou la destruction de la biodiversité, etc., et sanitaires, les paysans malades ou morts, et les maladies des consommateurs et riverains. Une étude publiée en 2009 par le Parlement européen a révélé que si on interdisait en Europe les seuls pesticides cancérigènes, on économiserait 26 milliards d'euros par an. De nombreuses études montrent aussi que l'exposition aux pesticides provoque des effets négatifs sur le système de la reproduction. On estime qu'aujourd'hui, 20% des jeunes couples européens ont du mal à avoir des enfants. Sur le système hormonal et endocrinien, ou sur le système neurologique, conduisant aux maladies de Parkinson ou d'Alzheimer, ou encore sur le système immunitaire. Les enfants sont les premières victimes du modèle agro-industriel, qui à tous les stades de la production utilise force de produits chimiques, pesticides, additifs alimentaires ou emballages. Comme je l'ai montré dans mon film et livre Notre poison quotidien, de nombreuses molécules chimiques sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des hormones de synthèse qui affectent le développement des fœtus, provoquant des maladies chez les enfants contaminés in utero. À tel point que, quand je faisais ce film, j'avais filmé un congrès international à la Nouvelle-Orléans sur les perturbateurs endocriniens. Et pour la première fois de ma vie, en 2011, j'ai entendu parler d'un nouveau concept qui était l'origine fétale des maladies de l'adulte. Ça veut dire qu'on a un cancer du sein à 30 ans parce qu'on a été contaminé dans le ventre de sa mère par des perturbateurs endocriniens. Troubles de l'attention, diabète, autisme, cancer hormonodépendant, stérilité, obésité. Tout ça, c'est la conséquence des perturbateurs endocriniens que nous retrouvons notamment dans notre alimentation, mais pas seulement, des détergents, etc. Le paradoxe du modèle agro-industriel qui a acculé à la misère des millions de petits paysans, c'est que près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim et que 1,4 milliard souffrent d'obésité. Et j'ai vu au Mexique, lors d'un déplacement avec le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qu'il y a 19 millions de Mexicains qui ne mangent pas à leur faim, mais un médecin expliquait qu'aujourd'hui, des enfants naissent, ils sont en état de malnutrition et ils sont aussi obèses, à cause de la malbouffe notamment et de tous ces perturbateurs endocriniens. Cinquièmement, le développement du modèle agro-industriel a provoqué un exode rural massif, au nord comme au sud de la planète. Depuis 2008, un habitant sur 2 habite dans les villes. La France n'est bien sûr pas épargnée. En 1960, lorsque je naissais sur une ferme du Poitou-Charentes, on en comptait on comptait 1,8 million d'exploitations agricoles. 30 ans plus tard, 1990, on n'en comptait plus qu'1 million, et aujourd'hui moins de la moitié. Chaque semaine, 200 fermes disparaissent du territoire français, tandis que la superficie moyenne des exploitations ne cesse d'augmenter. Enfin, le modèle agricole productiviste, relayé par de puissants lobbies, a conduit à la consommation accrue de viande depuis le début du XXe siècle, notamment dans les pays du Nord, où elle est passée de 20 kilos par personne et par an à 80 aujourd'hui. Avec le changement des habitudes alimentaires, on observe la même tendance dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Selon les projections de la FAO, pour répondre à la demande, la production mondiale de viande devra doubler d'ici 2050, passant de 230 à 465 millions de tonnes. Or, on estime qu'il faut 4 calories végétales pour produire 1 calorie de viande, de poulet ou de porc, et 11 pour produire 1 calorie de bœuf, élevée de manière intensive. Aujourd'hui, 40% des céréales cultivées dans le monde sont destinées à alimenter les animaux des élevages industriels. Comme la production de viande est beaucoup plus gourmande en eau que celle des légumes, on estime que les mangeurs de viande consomment 4000 litres d'eau par jour, alors que les végétariens n'en consomment que 1500. Un repas avec viande et produits laitiers équivaut en émissions de gaz à effet de serre à 4758 km parcourus en voiture, contre 629 km
pour un repas végétarien. Donc tout ça pour dire qu'il faut manger beaucoup moins de viande, et de la viande bio et de qualité locale en plus. Cette liste d'effets pervers est loin d'être exhaustive, mais elle résume les principales critiques faites par les observateurs indépendants qui soulignent l'urgence de promouvoir un autre modèle agricole, à savoir l'agroécologie et l'agriculture biologique, avec une distribution en circuit court des aliments produits localement. Je dis souvent que j'aimerais que M. Macron dise clairement à la télévision un jour que quand on ne mange pas bio et local, on contribue au réchauffement climatique. Si nous ne changeons pas de cap, nos enfants connaîtront de graves crises alimentaires, renforcées par les effets du dérèglement climatique, ce qui provoquera des vagues de migrants, avec tout le cortège de violence que cela évidemment comportera. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons ce qu'il faut faire, comme je l'ai montré dans mon film et dans mon livre « Les moissons du futur ». Le changement dont nous avons besoin de toute urgence doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord au niveau individuel et local, comme le montre mon film « Qu'est-ce qu'on attend ?», qui raconte l'histoire d'un village alsacien où la municipalité a lancé un programme de transition exemplaire. Ensuite au niveau national, car nous avons besoin des politiques qui prennent les bonnes mesures pour stimuler, encourager, financer l'indispensable transition. Tout seuls, avec nos petits bras, nous ne pourrons pas stopper l'effondrement annoncé. Enfin, le changement ne sera possible sans une refonte complète des programmes scolaires et des objectifs de l'éducation. Alors, pour vous en convaincre, je vais vous montrer un dernier portrait de femme. Nous allons voyager au Bhoutan. Je m'appelle Deki Chodon, j'ai 52 ans et je suis institutrice au Bhoutan. Je dirige une école élémentaire, le Early Learning Center, qui est située dans la capitale, Thimphu. Le Bhoutan est un royaume de montagne et le pays du bonheur national brut. Le BNB, comme nous l'appelons, est une philosophie du développement qui a été conçue par Sa Majesté, le 4e roi du Bhoutan, dans les années 1970. Il s'agit d'une alternative au produit intérieur brut. Au Bhoutan, grâce à ce nouveau paradigme de développement, nous commençons à comprendre qu'il y a plus important dans la vie que l'argent et la croissance économique et que le bonheur va bien au-delà. Le bonheur national brut repose sur 4 piliers. La bonne gouvernance, le développement économique durable, la promotion de la culture et la protection de l'environnement, qui est capitale aujourd'hui. Le Bhoutan a pour objectif d'avoir une agriculture 100% biologique. Je pense que c'est un objectif très louable. Depuis que nous avons intégré le BNB dans notre enseignement, nous avons découvert que les possibilités sont infinies. À l'ELC, nous avons compris que tout est connecté et interdépendant. Nous devons apprendre à nos élèves qu'il est important de ne pas utiliser de produits chimiques pour cultiver nos aliments. En 2010, le premier changement que nous avons introduit, c'est de dire non aux aliments industriels emballés. Cette règle a été approuvée par les enfants. Ils ont compris que le plastique ne disparaît jamais et qu'il est très nuisible pour l'environnement.
Nous demandons aussi aux enfants de rapporter les déchets de leur maison, comme les boîtes de céréales, les rouleaux de papier hygiénique. Nous apprenons à les recycler en les transformant en paquets cadeaux ou en porte-plumes. Cela permet aux enfants d'utiliser leurs déchets de manière créative, mais aussi de devenir des designers inventifs. Je suis fière de porter le costume traditionnel. De même, les enfants portent leur go ou leur kira. Nous avons une culture riche et vibrante. Ce serait vraiment une honte de ne pas la transmettre aux générations futures. Il est très important d'avoir une identité forte, car cela nous définit comme un groupe d'humains particuliers au sein de la communauté globale. Chacun apporte sa contribution. À l'ELC, nous aimons les mots phares, comme celui de résilience. La résilience est une qualité ou une aptitude très importante pour faire face à la mondialisation, à la pauvreté ou au réchauffement climatique. Il est capital que nous apprenions à nos enfants à se préparer pour le futur, avec tous les défis qui les attendent. Tous les matins, avant de commencer les cours, nous pratiquons quelque chose de très important, la méditation. Pour que le concept abstrait de la méditation soit accessible aux enfants, nous l'appelons le brossage de cerveau, que nous comparons avec le brossage des dents. Le brossage de cerveau permet aux enfants de filtrer tout ce qui n'est pas nécessaire et de se concentrer sur l'essentiel. Il s'agit vraiment de comprendre pourquoi nous sommes là en faisant les bons choix, des choix conscients. Pour moi, le meilleur indice qu'un enfant est heureux, c'est lorsque je reçois un coup de téléphone d'un parent pour me dire « Ma fille est très malade, elle a de la fièvre, mais elle veut aller à l'école. Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à sa maîtresse d'avoir un œil sur elle ?» Ce genre de coup de fil me dit que nous faisons les choses comme il faut. Voilà, alors donc avant de répondre aux questions, je voudrais terminer par 5, je crois que 5, oui. Citations, parce que j'aime beaucoup la littérature et dans ce monde de brut, l'art est très important, n'est-ce pas? Alors, on va remonter dans le temps. Je vais citer Sénèque, philosophe de l'Antiquité, qui a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Einstein, là on a fait un grand saut dans le temps, qui a dit « C'est pure folie que de répéter sans arrêt la même chose en espérant des résultats différents. » Gaudi, un Italien qui a passé beaucoup d'années en prison, dans des années qui ressemblent, je pense, étonnamment à ce qui est en train de se passer en Europe en ce moment, les années 30, qui a dit « Le vieux monde est en train de s'effondrer, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. » Nous en sommes là. Les monstres sont déjà présents. Et c'est à nous d'être vigilants pour qu'ils ne gagnent pas. Martin Luther King qui a dit « L'inaction des bons est aussi néfaste
que l'action néfaste des méchants. Et pour finir, Victor Hugo qui a dit « Rien n'est plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue ». Alors, merci beaucoup. Comme justement l'heure, si elle n'est pas tout à fait venue, arrive en tout cas et qu'on a vu déjà des gens être obligés de partir parce que les contraintes horaires des trains, etc. Je vous propose que nous prenions 2 questions dans la salle ou bien des questions qui seraient parvenues par SMS, d'accord? Et puis que vous puissiez y répondre et puis on sera obligé de conclure. Comment pensez-vous que nous pouvons agir en tant que travailleurs sociaux et notamment dans les services de protection de l'enfance? Certaines structures développent des jardins pédagogiques, des ateliers d'éducation à l'environnement, mais cela semble minoritaire car trop éloigné de nos missions principales pour les financeurs. Alors, le jardin pédagogique et le jardin dans les écoles maternelles et primaires, et y compris les collèges, bien sûr, est absolument, pour moi, absolument capital. Bon, on l'a vu au bout de temps, mais c'est pour nos enfants. D'abord, c'est du plaisir. Ça, je peux vous assurer. Je l'ai filmé plusieurs fois, des enfants qui mettent une graine dans la terre et qui ensuite mangent la salade. C'est absolument magique pour eux. Et c'est aussi une bonne manière de leur enseigner et de leur transmettre ce qu'on voit aussi au bout de temps, hein, c'est-à-dire des savoir-faire absolument qui vont s'avérer dans les années qui vont venir comme des savoirs absolument indispensables. Donc, très bonne idée, les jardins, il faut se battre pour que dans toutes les municipalités, il y ait des jardins. Voilà. Travailler notamment avec les instituteurs qui sont parfois très, très sensibles à ces questions. Voilà. Donc, on prend une autre question. Que faire quand notre terre... La chlordécone, bon, vous savez, c'est ce pesticide utilisé aux Antilles qui a été d'abord interdit en France métropolitaine, mais a obtenu des dérogations pour notamment donc, lutter contre les charançons dans les plantations de bananes. Là, franchement, j'ai été il n'y a pas très longtemps en Guadeloupe, c'était absolument désastreux parce que c'est une molécule qui se bioaccumule dans les sols, on en retrouve partout. La Guadeloupe et la Martinique sont 2 régions avec le plus haut taux de cancer de la prostate de toute la France. Donc, pas évident du tout de décontaminer. Mais il faut faire tout ce qu'on peut, évidemment, mais c'est vraiment une catastrophe. Mais il n'y a pas que le chlordécone, hein, malheureusement. Le Roundup et le glyphosate, c'est la même chose. Hein, ils sont partout, dans l'eau, dans l'air, dans les aliments. Et ils se bioaccumulent de la même manière. Donc, voilà. Donc, la seule option possible, c'est de sortir de ce modèle fondé sur des poisons. Voilà, évidemment. Avec l'arrivée des rayons bio dans la grande distribution, peut-on parler d'industrialisation du bio et quelles en sont les conséquences? Oui, tout à fait. C'est un grand danger qui guette maintenant l'agriculture biologique et la distribution de ces aliments. Tant que c'était un petit marché de niche, il n'y a encore pas si longtemps, hein, eh bien, les grandes surfaces et les grandes multinationales ne s'en préoccupaient pas et maintenant ils sont en train d'essayer de mettre le grappin dessus. Donc c'est à nous les citoyens d'être vigilants parce que quand je parle d'agriculture biologique et d'agroécologie, évidemment ce n'est pas, je ne parle pas de monoculture bio, il ne s'agit pas uniquement de supprimer les pesticides et de continuer avec les mêmes méthodes d'agriculture intensive. Il faut que localement on privilégie les relations directes, le lien avec des producteurs locaux qu'on peut aller rencontrer. Donc c'est ça, le système des AMAP pour ça est très intéressant. Mais c'est à nous d'être vigilants. Le bio de supermarché, moi, j'en achète pas. Voilà. Donc je m'arrange pour aller dans des AMAP, je m'arrange pour aller dans des jardins de cocagne. J'ai un jardin. Voilà. Les Biocoop qui ont une charte quant à l'approvisionnement de leurs produits. Donc voilà. Effectivement, l'industrialisation peut avoir des conséquences très néfastes sur la production biologique. Merci. Désolé d'interrompre, mais vraiment l'heure a tourné. Merci beaucoup.